La vidéo d'aujourd'hui va être intrigante. Nous allons explorer ensemble des exemples surprenants d'investissements que l'on peut faire, qui pourraient être considérés comme des dépenses simples plutôt que des investissements. Généralement, quand on parle d'éducation financière, on nous conseille de mettre notre argent là où on est sûr que ce sera rentable. Et on évoque l'immobilier, les crypto-monnaies, la bourse, etc. Évidemment, ce sont des options à considérer. J'en parle d'ailleurs assez souvent sur cette chaîne. Mais, il y a également d'autres couloirs d'investissement qui sont moins connus, mais qui peuvent vous rapporter beaucoup plus de cash. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vous invite vraiment à prendre un bloc-notes ou une feuille, un stylo, parce que vous allez découvrir des pépites et vous allez apprendre beaucoup de choses. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de cash. On va surtout le faire avec un regard rock. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un angle d'analyse différent pour sortir un peu des sentiers battus et aller chercher ces pépites-là. Ces couloirs d'investissement qui sont peut-être pas les plus communs, mais qui sont à considérer sérieusement. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Sur cette chaîne, on parle de business, d'entrepreneuriat, d'éducation financière, de mindset et de leadership. Bref, on aborde tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Le but du jeu, lorsqu'on gagne de l'argent, ce n'est pas de le dépenser dans des passifs, n'est-ce pas? C'est de le mettre dans des actifs. Une fois qu'on a fini de gérer ses dépenses courantes, c'est d'investir le maximum dans des actifs. Mais il faut savoir c'est qu'un actif, au-delà de la définition, au-delà de la compréhension basique, il faut comprendre l'époque. Parce qu'il y a des actifs aujourd'hui qui n'existaient pas avant ou qui existaient mais n'étaient pas des actifs. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va voir principalement 10 biens matériels ou immatériels qui peuvent vous rapporter beaucoup plus d'argent que les investissements classiques dont vous entendez parler à longueur de journée. Ok? Numéro 1, les voitures de collection. Eh bien oui, les voitures de collection, ce sont évidemment des voitures qui ont été créées à un moment donné et qui prennent de la valeur pour devenir des voitures de collection. Donc, ce sont des biens normaux à la base. Et ce qui va faire qu'une voiture va devenir un objet de collection, ça va être la façon dont vous allez l'entretenir vous-même pour que sa valeur puisse véritablement ne pas être érodée, mais surtout le nombre d'exemplaires qu'il y a sur le marché. Parce que la rareté va créer ce besoin-là. Quand on prend le cas de la Ferrari GTO de 1962, qui était produite en 62 et 64, elle coûtait à l'époque 18 000 $, ce qui équivaut à peu près à 200 000 $ d'aujourd'hui. Donc c'était déjà une voiture de luxe, une voiture assez chère. 200 000 $ aujourd'hui, c'est pas rien, d'accord? Par contre, elle a été revendue, vous savez à combien? À 70 millions de dollars en 2018. 70 millions de dollars, soit 350 fois la valeur initiale actualisée. Et l'un des facteurs qui a permis cela, c'est qu'il y avait eu 36 exemplaires dans le monde, uniquement. Donc lorsqu'il y a de la rareté, et que vous possédez une de ces pièces, que vous l'entretenez convenablement, il y a des chances que vous puissiez la revendre beaucoup plus cher, moins d'un siècle plus tard. Deuxième couloir d'investissement assez inhabituel, les montres de luxe. Alors, théoriquement, une montre, c'est un passif, théoriquement, d'accord? Parce que ça va se dégrader, ça va perdre de la valeur, il y a une obsolescence qui va être programmée comme pour une télévision ou pour plein d'autres objets. Mais il y a également des montres qui prennent de la valeur. Les montres fabriquées par certains constructeurs, tels que Audemars Piguet, Rolex, Omega, Richard Mille. Donc quand vous entendez des gens dire qu'ils ont le prix d'une voiture de luxe ou d'une villa au poignet, c'est pas pour rigoler, il y a des montres qui coûtent extrêmement cher et qui vont être très recherchées à un moment donné. Parfois, c'est également pour la même raison que pour les voitures, ça va être la rareté, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la qualité de l'objet. Pour les voitures, il y a la performance. La Ferrari dont on a parlé, pour l'époque, elle était extrêmement en avance sur son temps au niveau technologique.
Donc, ce n'est pas que la rareté, c'est également la qualité, le savoir-faire de ces produits-là qui leur confèrent cette particularité. J'ai une connaissance à moi qui, il y a quelques mois, m'expliquait comment sa Rolex avait pris de la valeur. Donc, on déjeunait et j'ai fait une remarque sur sa montre. D'abord, il m'a dit, mais toi, tu ne portes pas de montre. Je lui ai dit, oh, c'est pas fréquent. Il m'a dit, tu devrais. Je lui ai dit, je ne suis pas vraiment fan. Il m'a dit, même si tu n'aimes pas, tu devrais en acheter. Et il a appelé devant moi la maison dans laquelle il avait acheté sa Rolex. Autour de 15 millions, m'a-t-il dit, 5 ans plus tôt environ. Aujourd'hui, elle valait, aujourd'hui, au moment où on parlait, elle valait 25 millions. Donc quand je dis aujourd'hui, c'est parce que ça fait quelques mois. Cette montre vaut 25 millions. Peut-être que depuis le déjeuner qu'on a eu, elle a pris de la valeur encore. Donc quitte à acheter des montres, si vous aimez ça, achetez des montres authentiques qui vont prendre de la valeur. N'achetez pas des montres qui vont piquer du nez au niveau de leur prix, parce que ça ne sert à rien. Numéro 3, vous avez les œuvres d'art. Si vous avez un peu d'argent, vous devriez regarder du côté des œuvres d'art. Qu'il s'agisse de sculptures, de peintures ou autres, tout ce qui est œuvre de l'esprit peut prendre de la valeur. Et ça peut arriver très longtemps après la production de l'œuvre elle-même. Quand ce sont des artistes de renommée, il y a beaucoup de chances que les œuvres, au fil des ans, prennent de la valeur. Parfois, ces artistes-là ne sont pas très reconnus de leur vivant. Eh bien oui, malheureusement, surtout dans le domaine de l'art, même si ça change un peu aujourd'hui. Mais leur expansion, elle va au-delà de leur existence. Un exemple pour illustrer cela. Picasso peint en 1932 un tableau du nom de Nude, Green, Leaves and Bust. D'accord? Il a peint ce tableau en une journée. Figurez-vous que 90 ans plus tard, en 2022, le tableau a été vendu par Christie's à 106 millions de dollars. 106 millions de dollars. Donc on est en train de parler de plus de 60 milliards de CFA. Pour un tableau peint en une journée, mais par un grand maître, et qui a pris de la valeur chaque jour depuis qu'il est réalisé. Christie's, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des plus grandes maisons de vente aux enchères, donc voilà, ils se chargent un peu de ça. Et ils ont pu obtenir ce prix-là, ce montant, en 6 minutes, c'est ça? 8 minutes après l'ouverture de la vente aux enchères. Pour vous dire, si vous investissez dans les œuvres d'art, et si vous investissez bien, parce qu'il y a des spécialistes là-bas aussi, il faut se faire conseiller, vous ne le regretterez pas. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui investissent dans les œuvres d'art. Je connais des gens qui ne sont pas blindés non plus, mais qui misent sur des artistes pas très connus aujourd'hui, mais qui ont une cote qui est, on va dire, ascendante. Donc, c'est à vous d'analyser un peu tout ça, comment on analyse les marchés. Il y a le marché de l'art aujourd'hui, et il ne faut pas négliger ces pistes-là. Quatrième façon d'investir son argent au-delà des chemins conventionnels, les noms de domaine Internet. Ben oui, ça en surprendra peut-être plus d'un. Donc, vous savez, il y a la possibilité d'acheter des noms de domaine qui sont disponibles aujourd'hui, de les conserver, de les renouveler tous les ans, et peut-être un jour de les revendre cher. C'est arrivé que des gens revendent des noms de domaine à plusieurs milliers de dollars, des noms achetés à 9 ou 10 dollars l'année. Il y a des noms de domaine qui ont été vendus à plusieurs dizaines de milliers de dollars, d'autres à plusieurs centaines de milliers de dollars, et des noms de domaine ont été vendus également à plusieurs millions de dollars. Alors, je vous explique, c'est tout simple. C'est à supposer qu'aujourd'hui, vous achetiez, je ne sais pas moi, Coupe d'Afrique des Nations ou bien Cannes 2045, et que ce soit disponible, et que vous achetiez toutes les déclinaisons possibles, Cannes-2045, Cannes ceci, cela, Coupe d'Afrique des Nations, que vous ayez toutes les déclinaisons, et que vous attendiez qu'un jour, une institution ou une grosse entreprise ait besoin de ce nom de domaine-là et vienne vous l'acheter. Parce que quand la demande va augmenter sur un autre domaine, en fait, ça va faire grimper les prix. C'est l'un des paramètres qui fait grimper les prix. Et comme j'aime toujours illustrer ce que je dis, figurez-vous que le nom de domaine hotel.com a été vendu pour 11 millions de dollars en 2001. Celui qui l'avait, ce nom de domaine-là, il a touché 11 millions de dollars. Le nom de domaine sex.com a été vendu pour 13 millions de dollars en 2010.
Plus fort encore, privatejets.com a été vendu à 30 millions de dollars en 2012. 30 millions de dollars. Donc, un nom de domaine qui avait dû être acheté pour une bouchée de pain. Et peut-être que c'est passé en plusieurs mains. Donc, moi, je l'achète. 10 ans plus tard, quelqu'un me propose peut-être 100 000 dollars, 1 million de dollars, je le vends. Lui, il le prend, il l'achète. C'est comme sur tous les marchés. Vous avez des acheteurs, des revendeurs, vous avez même des grossistes. Et il y a des gens dont c'est le boulot d'acheter des noms de domaine, de faire des études pour savoir quels sont les noms de domaine qui pourraient être vendus cher dans 5, 6, 10 ans. Et ils attendent et ils tradent en fait. Donc, quand vous avez un peu d'argent, ce sont des choses que vous pouvez faire. Ça ne vous coûte rien. De mettre 10 dollars x 5 pour acheter 5 noms de domaine, si vous avez une bonne intuition, et donc de payer ces 10 dollars là unitairement tous les ans. Peut-être que ça peut valoir de l'argent plus tard. Ça peut valoir beaucoup d'argent. OK? Cinquième façon d'investir son argent de façon originale ou peu conventionnelle, c'est en achetant des instruments de musique. Il y a des instruments de musique qui coûtent très cher et qui sont considérés comme des œuvres d'art. Vous avez des pianos, des guitares, des violons qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars, littéralement, donc des dizaines de millions de CFA, parfois plus, dizaines de millions, j'ai dit, des dizaines. Et vous avez également des instruments africains. Donc, pour ce qui est des instruments occidentaux, ça va souvent être des marques, donc des marques de piano ou des marques de flûte, qui sont des marques reconnues pour la qualité, la précision de leurs objets, etc. Pour les instruments africains, ce qui va être valorisé la plupart du temps, ça va être l'artisanal, le fait qu'un instrument soit fait à la main par des artisans et qu'il y ait des sonorités assez rares. Dans la musique africaine, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des notes particulières qu'on ne retrouve pas dans la gamme classique do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, les connaisseurs, les collectionneurs, les amoureux d'art et de musique sont prêts à débourser des sommes importantes pour acheter par exemple une kora ou un balafon qui serait fait avec beaucoup de finesse, qui serait fait par des artisans d'une région qui a la maîtrise de ceci ou de cela. Donc, vous pouvez également aller chercher de ce côté-là, acquérir ce genre d'instruments, les garder, les conserver et les revendre plus tard. D'accord? C'est quelque chose qui fonctionne très bien et dont on parle très peu. Sixième façon d'investir son argent, sans que le commun des mortels ne sache que vous l'avez investi, c'est en achetant des vêtements et accessoires de créateurs. Moi, par exemple, je ne dépense pas d'argent dans les marques, dans les vêtements de marque, ça ne me parle pas. Mais je pourrais acheter des accessoires ou des vêtements si je sais qu'ils vont prendre de la valeur. Et il y en a qui prennent de la valeur lorsqu'il s'agit d'œuvres de créateurs. Parce qu'encore une fois, ici, on considère ça comme des œuvres. Ce ne sont plus juste des objets de consommation. D'accord? Il y a des sacs Louis Vuitton. C'est un exemple, hein, il y a plein d'autres marques. Il y a des sacs Louis Vuitton qui prennent de la valeur tous les ans. Donc, ce genre de sac, ou les éléments de bagagerie, moi, je pourrais en acheter et les entreposer. Mais dans ce cas, faites attention en fait, à ce qu'il soit bien conservé. Si c'est un objet que vous achetez, que vous allez utiliser, faites attention, soyez précautionneux. Très précautionneux. Maintenant, si vous voulez le conserver, conservez-le dans les bonnes conditions également pour pouvoir le revendre beaucoup plus cher, 5 ans, 10 ans plus tard. Il y aura toujours des gens pour vous acheter un sac Louis Vuitton, par exemple, qui a été produit en édition limitée en 1900, je ne sais pas quand, et que vous avez acheté. Ce sont des investissements sûrs. Numéro 7 sur notre liste, les bijoux et les métaux précieux. Ça, peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que, allez, c'est un peu plus conventionnel, mais on en parle moins de nos jours. C'est pour ça que je l'ai inclus dans la liste. OK? Dans certains pays, au Bénin par exemple, moi je suis né où j'ai grandi, il y a cette habitude-là d'acheter des bijoux en or. Les femmes, en tout cas dans certaines régions du pays, dès qu'elles ont certains moyens, surtout les femmes, hein, elles achètent beaucoup de bijoux. C'est une façon de thésauriser, mais aussi d'investir, parce que l'or, en fait, c'est une valeur refuge, n'est-ce pas? C'est ce que les Américains appellent God's money, l'argent de Dieu. Parce que les billets, en fait, c'est l'argent créé par les hommes. L'or, le diamant et tout ça, c'est l'argent que Dieu a créé. Ce sont les richesses que la nature a mises à notre disposition. Donc, dans 100 ans, dans 1000 ans, ces métaux-là, transformés ou non, auront toujours de la valeur. Voilà pourquoi il y a des gens qui achètent beaucoup de bijoux en or, des diamants, etc. Et quand ils ont des difficultés, ben ils revendent. Seulement, il faut savoir que quand vous achetez des bijoux, vu que c'est déjà transformé, au moment où vous voudrez les vendre, vous allez perdre un peu sur la valeur. Même si la valeur de l'or
a augmenté à ce moment, ce que vous n'allez pas récupérer, c'est le travail. Parce que quand on vous vend un bijou, on vous vend la main d'œuvre et tout ce qui va avec. Mais quand vous voulez le revendre, on ne considère que la matière et le poids. Donc, autant acheter, si c'est pour de l'investissement, des lingots ou des lingotins, comme ils disent, des tout petits lingots, de 100 grammes par exemple, et les garder pour pouvoir ensuite les échanger le moment venu. Alors, numéro 8. Je ne suis pas certain que vous vous attendiez à ça. Les vins et les spiritueux. Voilà une façon d'investir son argent de façon intelligente. Voilà une façon d'investir son argent intelligent. Les vins et les spiritueux. Les vins et les spiritueux, on n'y pense pas souvent. Mais vous savez, les vins millésimés coûtent très cher. Il y a des vins qui coûtent extrêmement cher parce qu'ils sont rares et millésimés. Vous avez des cognacs ou encore des marques d'Armagnac qui coûtent très cher également parce qu'ils sont de très haute qualité. Quand vous prenez des marques comme Rémy Martin, Hennessy, il y a des bouteilles de ces marques-là qui prennent de la valeur tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Donc, vous pouvez acheter certaines bouteilles et les conserver plutôt que de les boire. Vous préserveriez votre santé, vous feriez du bien à votre portefeuille en les conservant dans les bonnes conditions. Parce que les spécialistes, il en existe. Et quelqu'un qui voudra vous racheter ça un jour, il va faire intervenir un spécialiste s'il n'en est pas à lui-même pour pouvoir attester de l'authenticité du produit et ensuite pouvoir fixer une valeur. Les whiskies, c'est pareil. Surtout quand c'est des single malt. Si vous avez des whiskies écossais ou des whiskies rares japonais, voilà des produits qui coûtent très cher et qui prennent de la valeur avec le temps, à cause des modes de fabrication, des modes de maturation, etc. Donc, vous pouvez investir également là-dedans, en vous renseignant, en vous formant, en tout cas en prenant conseil auprès de gens qui connaissent, et en vous formant, parce que ce sont également des domaines pour investir. Quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, il va se former. Si vous voulez vous investir vous-même dans les whisky et mettre des billes, il faut vous former. Il ne faut pas juste vous lever et aller acheter le truc au coin de la rue. Il y a des whiskies, des cognacs de plus de 20 ans d'âge. Il y en a de 30 ans d'âge. Il y a même ce qu'on appelle les hors d'âge, qui sont au-delà de 20 ans, qui sont très rares. Imaginez les prix. Parce que déjà, quand on vous dit 5 ans d'âge, 10 ans d'âge, ça coûte plus cher qu'un cognac ou un whisky classique. Donc, imaginez les prix de ce type de produit. Je vous encourage vraiment à aller regarder de ces côtés-là, parce qu'il y a des choses il y a des façons de faire qu'on n'envisage pas, qui sont assez peu connues. C'est vrai que la plupart des éléments que je présente dans cette vidéo peuvent demander un peu d'argent pour investir, d'avoir des sommes plus ou moins conséquentes. Mais pas toutes. Pour l'or, vous pouvez acheter, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter 1 kilo. Vous pouvez acheter 50 grammes, puis 50 grammes, et quand vous pourrez 100 grammes, il y a des Cora, des balafons que vous pouvez acheter à des prix raisonnables aujourd'hui et qui coûteront beaucoup plus cher demain. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, à chacun de voir ce qui lui parle et d'orienter ses choix en fonction de son intérêt, de ses connaissances et surtout de son budget, de sa bourse. OK ? Numéro 9, on arrive bientôt à la fin. J'ai dit que j'allais vous présenter aujourd'hui 10 couloirs d'investissement. Mais j'ai un bonus pour vous. Donc, il y en aura 11. Le numéro 9, ce sont les objets liés à des faits historiques. Donc, des objets qui ont un lien véritable avec un événement. Quelque chose qui s'est produit et qui, dans notre monde, a du sens. Si on prend quelques exemples, regardez, le manuscrit original de la chanson Like a Rolling Stone de Bob Dylan, qui est une chanson mythique, a été vendu à 2 millions de dollars. Le manuscrit, je ne vous parle pas des droits sur la musique, je vous parle du manuscrit. 2 millions de dollars, on est à plus d'1 milliard de francs CFA. Le chapeau de Napoléon Bonaparte, qui était un chapeau emblématique, 2 millions de dollars également, prix de vente. Le chapeau qu'il portait. La guitare de John Lennon, 2,5 millions de dollars. Le parchemin original de la Déclaration des États-Unis, c'est intéressant ça. Il a été vendu à 8 millions de dollars. Au niveau des Air Jordan, on a des records pas possibles. Les fans de basket, c'est dingue. Jordan, une paire de Jordan a été vendue en 2021 à 1,4 million de dollars. Je parle de chaussures. Puis, récemment, là en avril dernier, donc avril 2023, Jordan a battu son propre record. Les Air Jordan ont battu leur propre record. 2,2 millions pour une paire. Et il s'agit d'une paire de baskets que Jordan portait lors de sa dernière finale en championnat avec les Chicago Bulls, je crois en 98.
Donc c'est la valeur symbolique. Vous savez, on parle de constitution, de dernière finale, de parchemin de constitution, comme je disais, de manuscrit d'une chanson mythique, ou les gants de Michael Jackson qui se sont vendus à 350 000 $. Le gant qu'il portait lors de son premier moonwalk. Vous voyez, donc, il y a des gens qui sont prêts à acheter ça, on les appelle des collectionneurs. Des personnes qui veulent avoir des objets rares et qui ont les moyens de se permettre. Donc, une des leçons qu'il faut tirer là, devenons des personnes qui marquent leur temps. Ainsi, on pourra vendre nos chapeaux, nos colliers, nos t-shirts. Nos enfants pourront vendre ça plus tard. Au compte-gouttes, allez, aujourd'hui, on vend une chaussure. Bah, demain, on va vendre le chapeau. Allez, dans 5 ans, on va vendre la bague, etc. Je le dis un peu sur un ton humoristique, mais c'est vrai. Ok. Numéro 10, les éditions limitées de produits. Alors, que ce soit des chaussures, des produits électroniques, on vient de le voir. Tout ce qui est rare, en fait, prend de la valeur. Donc, vous devez scruter un petit peu ça. Ok. Si vous apprenez à travers vos réseaux, votre lobbying, que telle marque prévoit de produire 5 exemplaires d'un iPhone particulier, spécial, nanani, nanana, si vous avez les moyens, achetez-le. Parce que si c'est une édition limitée d'une marque connue déjà, il n'y a rien à faire. Dès l'année qui suit, ça prend de la valeur. Donc imaginez 5 ans plus tard. Tout ce qui est rare et qui est le produit d'une marque qui fait de la qualité ou d'une personne qui a de l'aura, de l'impact, ça mérite votre attention. Les timbres, rien que les timbres, il y a des gens qui achètent des timbres parce qu'ils ont été produits en édition limitée et qui a le visage d'une personnalité que les gens aiment beaucoup. Ils gardent ces timbres-là. 10, 20 ans plus tard, les philatélistes qui sont donc des fans de timbres, des amoureux de timbres, peuvent vous acheter ça à plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros. Donc, ayez l'esprit ouvert sur tout ce qui est édition limitée. Et mon bonus, ce dont je parlais, qui est donc le numéro 11, ça concerne les catalogues d'artistes. Artistes, chanteurs, musiciens. Qu'est-ce qu'on entend par catalogue? En fait, un artiste va produire plusieurs chansons, il va les écrire ou les interpréter, etc. Il a un catalogue de X chansons, 20, 30, 50, selon sa discographie et sa carrière. Les catalogues ont une valeur. Et un artiste dont la renommée va en croissant a donc un catalogue qui pèse de plus en plus lourd tous les jours. Sur cette base-là, il peut aller faire des prêts, il peut faire plein de choses. Parce qu'on considère ce catalogue comme un actif, puisqu'il génère de l'argent. Il touche des droits à l'artiste qui possède un catalogue. Ou la maison de disques, ou la maison d'édition, qui possède un catalogue, touche des droits. Voilà comment est-ce que Michael Jackson, par exemple, en 1985, achète ATV Publishing, qui est donc une maison de production musicale. Il achète ça en 85 pour 40 millions de dollars. Ok? En 95, 10 ans plus tard, il vend 50% de ces parts-là à Sony pour 100 millions de dollars. Donc plus de 2 fois le prix. Et lorsqu'il vend ces 50%, il crée avec Sony ce qui était à l'époque Sony ATV Publishing. Parce que Sony a racheté 50% du catalogue de Jackson. Et il y avait de belles pépites dans son catalogue. Ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tard, après le début de cette collaboration, Sony a voulu racheter l'intégralité des parts de Jackson, donc les 50% restants. Jackson ne voulait pas. Et dans une interview, il a d'ailleurs déclaré qu'il savait qu'il aurait des problèmes, que ça n'allait pas tarder à démarrer. En fait, il disait qu'il savait que bientôt il aurait des problèmes, parce qu'il refusait de vendre les 50% qui lui restaient de ATV à Sony, qui voulait tout récupérer. Donc plusieurs thèses, ça c'est une parenthèse, attestent en fait que c'est ça qui lui a valu tous les problèmes qu'il a eus, surtout sur la fin de sa vie. Bref, voilà comment un catalogue peut vous rapporter de l'argent, un catalogue d'artistes. Finalement, ils l'ont acheté à 750 millions, le catalogue. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et puis, plus récemment, Phil Collins a vendu son catalogue à 300 millions, Justin Bieber à 200 millions, Sting à 300 millions. Donc, ils ont vendu leur catalogue, ils ne touchent plus de droits sur ces chansons-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas acheter ces catalogues-là aujourd'hui. Je ne pense pas que vous ayez des sommes pareilles. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais vous pouvez être en train de suivre ce qui se passe sur le continent africain et ailleurs. Repérer des artistes qui montent
Et si un artiste veut vendre son catalogue un jour, achetez-le. Notamment sur le continent africain où de nombreux artistes, malheureusement, ne connaissent pas l'ingénierie musicale, ne se forment pas, ne savent pas comment ça fonctionne, et donc sont prêts à, s'ils ont des difficultés financières, ils pourraient être prêts à vendre leur catalogue. Ça pourrait les aider d'ailleurs. Un artiste populaire qui est peut-être très streamé, mais qui ne fait plus de tournées, qui a des difficultés financières et tout ça, qui est peut-être une ancienne gloire, qui revient un peu à la mode, vous pouvez investir, acheter son catalogue, vous assurer que tout soit fait vraiment dans les règles de l'art, et le posséder, c'est un actif. Donc tous les droits que lui est censé toucher là-dessus, il ne les touchera plus. Et pour évaluer un catalogue, il y a plusieurs paramètres, il faut voir des spécialistes. La notoriété de l'artiste, l'impact de ses chansons sur la culture populaire, le volume de streaming, et plein d'autres paramètres. Donc vous pourriez regarder ça de près. Vous pourriez aussi avoir une maison de disques à un moment donné et produire des artistes. Ça, c'est quand même plus coûteux. C'est plus simple de repérer quelqu'un qui a un bon catalogue, qui a envie ou besoin de le vendre et de l'acheter, de le garder là, parce qu'il prendra de la valeur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais qu'on ait une approche un petit peu différente, alternative, parce qu'on parle souvent de certains investissements qui, pour moi, aujourd'hui, sont classiques. Enfin, classiques pour ceux qui s'intéressent à l'investissement. Et je pense qu'on a la possibilité de regarder un peu au-delà de tout ça. On a la possibilité d'aller chercher, comme je dis souvent, des pépites, d'aller chercher des moyens peu conventionnels de gagner de l'argent en faisant des investissements rares, qui sont également, pour certains, vous avez pu le voir et le constater, des investissements sûrs dans une certaine mesure. Et je finirai en vous donnant 3 conseils. Le premier, c'est de prendre des risques, miser sur l'avenir. Comme j'ai dit, regardez un artiste, que ce soit un peintre, un chanteur, une montre, si c'est un objet, regardez une personne, un artiste, un catalogue, un objet de façon générale, ou un bien matériel ou immatériel qui va prendre de la valeur, qui peut prendre de la valeur dans le temps et prendre des risques, comme quand on achète des actions en bourse. Risques calculés, en se formant, en se faisant conseiller, etc. Deuxième conseil, il faut savoir que ce qui prime, malgré tout, ça va être le savoir-faire ou la qualité d'un objet. Ça, c'est clair. Tout ce dont on a parlé là, il y a des notions de qualité dedans, de performance, de savoir-faire, de rareté. Et c'est ces éléments-là que vous devez prendre en compte pour analyser, même si vous vous faites conseiller, parce qu'il y a de mauvais conseillers qui sont censés être des spécialistes. Il y a des conseillers financiers qui vous coulent. Donc, vous devez garder à l'esprit que ce sont les éléments clés, ça. Et mon troisième conseil pour vous, c'est de conserver des objets qui pourraient prendre de la valeur. Là, je parle d'objets qui vous appartiendraient. Voilà. Si vous êtes un artiste vous-même, ou vous êtes parenté à quelqu'un qui produit des œuvres intellectuelles, littéraires, conseillez cette personne-là, qu'elle ne vende pas ou qu'elle ne jette pas tout. Vous ne savez pas à quel prix vous pourrez vendre le stylo d'un auteur qui aujourd'hui continue à écrire avec son stylo au lieu d'être sur ordinateur et qui peut-être dans 5 ans connaît un gros succès alors qu'il n'est plus là. Ou son livre sort et puis se vend pas trop et puis le jour où il n'est plus de ce monde, D'où la nécessité de savoir conserver les objets également lorsqu'on est surtout dans la production intellectuelle, artistique, littéraire, tout ça, tout ce qui est art en général. Conservez tout. Enfin, tout, non. Mais vous voyez bien qu'un gant peut se vendre 350 000 $ plus tard. Il y a des caleçons qui se vendent plus cher. Bref, vous aurez compris l'esprit de mes propos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez pris des notes, que vous allez en tenir compte pour investir, décider ce qu'il y a lieu de faire avec votre argent. Je vous invite à vous abonner encore une fois, à mettre un petit like, à partager ça pour que la connaissance puisse servir au plus grand nombre. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.